Il a été et reste le visage et la voix du sport pour des générations de téléspectateurs. Plus de 50 ans de carrière entre émotion et passion ponctuée régulièrement d'un vive le sport que personne ne lui enlèvera. Gérard Rolls est l'invité du Match dans le Match. Bonjour Gérard, merci d'être là. Grand plaisir d'être avec vous. Oui. Un plaisir partagé parce que quand on parle de sport avec vous, ça se passe généralement très bien. Gérard, le sport oui, mais c'est d'abord le journaliste d'information que le grand public va découvrir il y a quelques années. Oui, en fait, parce que je voulais être journaliste, j'ai voulu être journaliste, c'était un coup de foudre en allant écouter à Europe 1 les grands de l'époque qui étaient Philippe Gildas, Étienne Moujotte, Jean-Claude Dacier, des gens comme ça. Je me suis dit, mais ça c'est extraordinaire parce qu'ils vont sur le terrain, ils vont à la rencontre des gens, ils vont apprendre des choses pour le transmettre. Et après, le mot de partager a été un des mots clés de ma vie. Alors, d'abord dans le journalisme, il y a 50 ans, Sébastien, j'ai retrouvé ma carte de presse là. Ouais. J'étais en Israël avec Tsahal, avec l'armée israélienne. J'ai retrouvé la carte. J'ai des moustaches d'ailleurs à l'époque. C'était la fin de la guerre d'octobre, la guerre de Kippour. C'était les négociations de paix, il y a 50 ans. Donc pendant 10 ans, j'ai été sur le terrain. Et puis ensuite, je suis passé au sport. Mais avec la même idée, c'est partager. Votre rêve à l'époque, votre objectif, qu'est-ce que vous dites? C'est quoi finalement? C'est d'arriver où? J'ai jamais eu d'objectif de carrière. D'ailleurs, c'est un mot que j'aime pas beaucoup. Je préfère trajectoire, enfin bref. Parcours. Non, l'idée c'était prendre du plaisir en donnant aux autres. Donc c'était plus sur le contenu que de dire je vais présenter Stade 2 ou je vais présenter le journal de 20h qui par bonheur, les deux choses me sont arrivées, plus la Légion d'honneur et plus mes deux garçons. Donc c'est vous dire, regardez les cheveux à l'époque. Ah, les cheveux, c'est extraordinaire. Mais on dirait une pochette d'album. Vous auriez pu être chanteur. Hein. Vous l'avez pas été, non? Il y a pas eu cette petite... Oui, j'aurais bien voulu être le cinquième Beatles ou un truc, ça oui. Bon, en tout cas, dans la coupe de cheveux, on y est, il n'y a pas de souci. Et je les perds pas, je les coupe simplement. C'est bien de le préciser. Oui. Gérard, vous avez évoqué le nom d'une émission mythique, Stade 2, 1984-1992 pour vous. C'est assez court finalement dans le milieu de la télévision et pourtant cette émission, elle a marqué des générations de téléspectateurs et vous, dans cette émission, vous avez marqué les téléspectateurs. Déjà, comment vous l'expliquez? Et est-ce que cette émission vous a autant marqué qu'elle a marqué le public? Alors, la télévision vient de changer complètement parce que maintenant, dans les familles, chacun regarde dans son coin, sur son téléphone, sur son ordinateur. Il y a très très peu aujourd'hui de grands téléviseurs où on se réunit le dimanche. C'était le cas à l'époque encore, quoi. C'est-à-dire que le dimanche, 18h30, la famille se réunissait pour regarder Stade 2. Pourquoi? Parce qu'on passait des images de tous les sports. Hockey sur gazon, rugby à 13, basketball, etc. Et il n'y avait pas 800 chaînes à l'époque? Non, c'est un peu moins le cas aujourd'hui d'ailleurs. Bon. Et puis surtout, toujours l'idée du partage. C'est-à-dire que moi, avec ma passion du sport, pour moi, le sport, c'est une grande valeur sociale. C'est-à-dire, c'est un lien vraiment entre toutes les générations, entre toutes les races, entre toutes les religions et entre tous les coins du monde. J'avais envie de partager, et ça, je pense que ça se sentait. Et encore aujourd'hui, là, je me balade dans les rues de Nice ou de Monaco, et les gens viennent me voir en disant « Vous avez bercé ma jeunesse. J'étais couché par terre avec mon père qui regardait. » Et je vous regardais dans Stade 2 le dimanche, fille ou garçon. Mais je vous fais une confidence, Gérard, moi, c'était pas une super nouvelle. Parce que ça voulait dire que c'était la fin du week-end et que le lendemain, il y avait école. Et ça, c'est plus compliqué. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on adorait regarder Stade 2. Alors, on va essayer d'évoquer un maximum d'événements qui ont jalonné, non pas votre carrière, mais votre parcours, du coup, si vous préférez le terme. Parmi tous ces événements sportifs que vous avez couverts, est-ce qu'il y en a un que vous arrivez à sortir du lot qui vous a marqué particulièrement? Il y en a mille. J'imagine. J'en ai mille. La dernière victoire de l'équipe de France contre l'Angleterre dans le tournoi à destination, la 53-10, ça c'est pour moi, c'était à Twickenham, c'était un moment extraordinaire. Mais plus loin en arrière, si je remonte en arrière, la victoire de Prost en 1985, parce qu'on était copains, on est intimes avec Alain, et il avait été battu les années précédentes, on se moquait de lui. Et enfin, il est champion du monde. Ça, c'était très fort. Et puis, il y a un moment qui est passé dans le bêtisier. C'est parce que j'adore le ski, c'est un de mes sports préférés. Je suis à Beaver Creek et avec Carole Montillet et Jean-Baptiste Grange qui termine 5e de la première manche, là,
fait le meilleur temps de la deuxième et gagne et devient champion du monde pour la deuxième fois. Vous êtes et en là, bas des pistes avec Carole Montier, frigorifié. Mais alors, il neigeait des flocons, mais c'était c'est gros comme des noix, c'était incroyable. Frigorifié, et on s'est mis à danser avec Carole pour JB Grange, qui en plus était d'une gentillesse. Sa remontada a été mais un moment immense. Et je sais que vous avez fait la fête avec Yannick Noah aussi après son titre en 83 à Roland-Garros. Ah oui. Ouais, aussi. C'est l'une des. Moi, je fais pas la fête, donc c'est à marquer d'une pierre blanche parce que en 83, quand il gagne contre Villander, Yannick, donc c'est TF1 qui retransmet, mais il vient dans Stade 2 où je suis moi. Par gentillesse, il vient. Il a passé toutes les interviews et il vient. Et à la fin de l'émission, il me dit Gérard, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je lui dis je bois un verre avec tous les copains, les techniciens, les monteurs de France Télévisions. Il fait viens à la maison. Tu sais, viens à la maison. Il y a les Il y a une chanson, effectivement. Bon. Je dis OK. Il habite à côté de Melun, à côté de Fontainebleau, Nainville-les-Roches. Je prends ma moto et là, ça a basculé dans une des plus grandes belles fêtes, comme Yannick sait le faire, qui continue d'être un de mes grands copains. Le groupe Téléphone était là, sur le bord de la piscine. Yannick s'est mis à chanter, Téléphone a chanté. Il y avait comment elle s'appelait Corinne Charby, oui. Boule de flipper voilà, dans les années 80. Boule de flipper. Ouais, non, mais attendez, si vous me lancez sur la musique, on va rester un petit moment. Vous pouvez chanter Boule de flipper? Ah oui, c'est comme une boule de flipper. Oui, je peux le faire. C'est ça. Oui. Bon, il y avait Corinne qui était là. Et on s'est tous retrouvés dans la piscine et on a bu des petits punchs et tout. Et on a chanté, dansé. C'était énormissime. Et on attend encore maintenant une victoire ou à Bercy, alors c'est fini, ou au prochain Roland-Garros avec un Français pour pouvoir refaire des fêtes comme ça, parce que ça ferait du bien quand même. C'est comme le Tour de France, quoi. Et le tennis français en a besoin. Ça tombe très bien que vous évoquiez, Gérard, le Tour de France, parce que dans le sport, il y a de très bons moments, très joyeux, et puis il y a des moments un peu plus sombres. On est en 1998, le dopage éclabousse le Tour de France, l'affaire Festina. Vous êtes sur le Tour de France à ce moment-là. Dans quel état d'esprit vous êtes cette année-là? J'ai pensé tout arrêter. C'est-à-dire, je me suis dit, ces gars-là trichent à un point tellement important que c'est vraiment difficile d'avoir des rapports normaux avec eux. Alors, je ne parle pas pour Richard, qui s'est fait embarquer dans une histoire, justement, de dopage global de son équipe. Mais dans pratiquement toutes les équipes, là, il y avait un dopage organisé. Donc, je me suis dit, bon, je vais arrêter. Et puis, c'était difficile de le finir, ce tour, pour vous, de votre côté, en tant que journaliste, oui, sur les routes du Tour, tous les jours? Il me boycottait. C'est-à-dire que pour faire mon métier de journaliste, je disais la vérité. Je disais, il y a eu une descente de police dans tel hôtel. On a retrouvé des produits, tel produit dans tel hôtel, etc. On faisait notre métier de journaliste. Les coureurs fâchés me boycottaient. C'est-à-dire que je faisais un vélo club. Vous imaginez faire une émission comme là, vous êtes tout seul. Alors que normalement, vous recevez 10 coureurs tous les jours. Oui, ça n'a pas été facile. Et puis la passion, l'amour du vélo, qui est quand même un sport extraordinaire, est revenu. Et puis on a recommencé. Et puis on a continué à faire notre boulot, à dire les choses. Ça m'énerve de temps en temps, les gens disent « oui, mais vous saviez ». Non, on n'est pas des flics, on est des journalistes. C'est-à-dire qu'on a besoin de faits avérés pour le dire et pour éventuellement critiquer les coureurs. À chaque fois qu'il y avait des cas de doping, on en parlait à la télévision. On faisait notre métier. Mais de temps en temps, ça fout un coup au cœur, quoi. Quand on aime ce sport, non seulement... moi, je l'adore. J'adore le vélo, je continue d'en faire dans la région de Nice. Je viens jusqu'à Monaco. Je passe devant chez vous, devant les studios, là, TV Monaco, et puis je repars. Prochaine fois, je m'arrêterai. J'espère bien, vous vous arrêterez plus d'une fois même. Votre caractère et votre tempérament optimiste font qu'aujourd'hui, un tour propre, un cyclisme propre, vous y croyez? En tout cas, il y a eu beaucoup de travail depuis cette époque-là. Il y a eu beaucoup de travail, en particulier du côté des Français. Ouais. Dans une grande majorité des équipes françaises, on a signé des contrats, mais les contrats, ce n'est pas les contrats forcément écrits, c'est moral. C'est de dire, OK, on ne triche pas. Et on se livre, on fait le passeport biologique, on passe tous les contrôles. Mais j'avoue que j'ai encore des doutes. De temps en temps, je me dis, ça va un peu trop vite quand même pour des êtres humains, même bien entraînés et même très jeunes. J'ai encore des doutes et c'est embêtant d'avoir des doutes. En sport, quand on commence à avoir des doutes, c'est embêtant. Dans ces événements qu'on marqué toutes ces années, je sais qu'il y en a un qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le Dakar. Oui. Là aussi, expérience humaine, vous parliez de partage tout à l'heure, l'humain autour du Dakar, c'est
C'est capital. Donc, expérience incroyable, avec aussi parfois des moments terribles, parce que vous avez eu un accident sur le Dakar. Je me suis écrasé en hélicoptère le 4 janvier 1998. Bah oui, voilà la photo. Ben voilà. Là, j'ai 6 côtes cassées, j'ai le bras cassé. C'est Jean Réveillon, qui est le patron des sports, qui arrive avec l'hélicoptère qui est juste derrière. Il est arrivé 6-8 minutes après notre crash. Et on voit, moi j'étais resté dans la capsule, là comme ça, les pieds en l'air, avec le kérosène qui me clouait dans le dos. À quoi on pense à ce moment-là? Que finalement, là, on a peut-être allé... À la chaise roulante. Ouais. Non, moi je pensais à ma colonne vertébrale. Au moment du crash, j'ai pensé à ma colonne vertébrale. Je me suis appuyé sur la paroi de l'hélico d'un côté, sur la radio de l'autre. Et je me suis essayé de me soulever pour dire je ne vais pas me casser la colonne vertébrale. Et en fait, on est 3 miraculés. Je suis là, il y a mon copain qui est là-bas, caméraman, qui lui a le genou déboîté, et le pilote qui lui aussi s'est juste coupé devant. On est 3 miraculés parce qu'on est tombé à pleine vitesse en l'air comme ça. Il a perdu le contrôle et on est tombé par bonheur sur la queue de l'hélicoptère, dans du sable. Un miracle. Oui, un miracle. 44 ans, Gérard Rolls, au service des sports de France Télévisions. Vous décidez d'arrêter. Quel a été le déclic finalement? C'est très important de choisir sa sortie, entre guillemets. Dans une vie professionnelle. Mais pourquoi vous arrêtez déjà à ce moment-là? Quel a été le déclic? Parce que je suis en plein bonheur. C'est-à-dire que je suis au maximum, à la limite de ce que je peux faire. J'ai jamais voulu être, par exemple, patron ni de chaîne, ni de service des sports, parce que l'administratif, les réunions avec les syndicats, les choses comme ça, c'est pas mon truc. Moi, je préfère être sur le terrain. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est moi qui décide d'arrêter. Ça, psychologiquement, c'est super important. Et puis, en plus, je m'arrête en pensant à des choses. En pensant que je vais écrire des bouquins et en pensant que je vais me livrer à mon autre passion, qui est le théâtre. Donc, quand on a des projets, quand on s'arrête et qu'on a des projets comme ça, des projets concrets, parce que j'avais déjà signé pour les livres et pour le théâtre, donc tout est facile. Moi, je me suis arrêté par amour. Je me suis arrêté parce que j'aime ma femme, Muriel Mayette-Holz, qui est la directrice du Théâtre National de Nice et la directrice de la Villa Fossi maintenant, qui était à l'époque directrice de la Villa Médicis. Oui. Et je me suis dit, on va aller vivre à Rome, 3 ans. C'était son mandat. Et je ne vais pas faire les allers-retours. La voilà, mon amour chéri. Oh, elle est belle, cette photo. Oh, elle est belle. Il y a beaucoup d'amour. À chaque fois que vous parlez d'elle, dans vos yeux, c'est incroyable. Et on comprend pourquoi on peut dire stop à 44 années au service des sports de France Télévisions. Voilà, ça, et puis on me parle aussi de mon âge de temps en temps. Et je peux le dire, j'ai 77 ans, donc. Et on a beaucoup de différences. On a presque 20 ans de différence avec ma femme. Mais c'est vrai que l'amour est un carburant pour le cœur extraordinaire, voilà, pour rester jeune. Voltaire a dit... J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Ouais, c'est un peu ça. Ça nous va bien. Gérard, la suite, ça a été, on va venir au théâtre dans un instant, mais il y a eu aussi un seul en scène, Vive le sport et ses petits secrets. Encore en ce moment. Et il y a toujours. Et c'est le moyen de prolonger quand même un petit peu l'aventure, parce que vous êtes lié à ce milieu du sport et ce Vive le sport dont on parle souvent quand on parle de vous. Je mets les deux choses ensemble, c'est-à-dire le théâtre d'un côté, et ma connaissance et mes rencontres de sport et l'histoire du sport que j'aime beaucoup et que je raconte dans mon seul en scène. Je vais jouer par exemple le 2 décembre au Gorbella à Nice, le petit théâtre Gorbella. Je vais jouer à Marseille dans le 14 novembre. Et je continue bien sûr, et l'année prochaine j'ai encore des dates parce que j'ai changé de producteur. C'est un plaisir immense, c'est un vertige. Alors confidence. On est là pour ça, allez-y. J'ai pratiquement jamais eu le trac en télévision, et en particulier parce que je prépare toujours. Mais oui, mais même aujourd'hui, vous êtes venu avec des fiches. Mais même pour vous, vous voyez, je me dis, on ne sait jamais. Il y a des citations, par exemple, de rugby, des choses comme ça. Je préfère avoir des fiches. Ouais. J'ai donc jamais eu le trac, je peux dire, pratiquement en télévision, mais j'ai un trac de fou pour le théâtre. C'est un vertige. Quand j'entends le public qui est là, que le rideau va se lever, j'ai le cœur qui bat, la bouche sèche, je tremble un peu. C'est terrible, ouais. C'est terrible. Mais c'est bon, c'est très très bon à vivre. C'est un bon stress. Oui. Ça fait vivre plus fort. Vous aimez, Gérard, profondément le sport, les sportifs. Oui. C'est aussi parce que vous en êtes un, parce que le sport, c'est pas que de la télé pour vous. Non, pour moi, c'est une religion. C'est ça.
Pierre de Coubertin l'avait dit avant moi, c'est une religion, le sport. On entre en sport pour être bien dans son corps, pour être bien dans sa tête. Le sport, c'est bon pour tout, en fait. C'est bon pour les relations sociales, c'est bon pour le corps, c'est bon pour le moral, c'est bon ce qu'on partage avec les autres. À l'époque, je n'avais pas mon genou cassé, un peu comme aujourd'hui. J'ai joué au football, j'ai joué au Bangladesh, j'ai joué au Cambodge, j'ai joué au Pakistan, j'ai joué à New York, j'ai joué à Londres. Il suffisait de lever le doigt sur le bord du terrain. Les gars disaient, alors tu retires ton t-shirt parce que tu joues avec les torse nus contre ceux qui ont le t-shirt. Eh oui. On joue partout avec un cuisinier, avec un chef d'entreprise, avec un PDG, avec un astronaute. C'est extraordinaire le sport comme ça fait du bien. Et comment... Là, c'est sur le Mont Blanc. Ah, ça, c'est une autre ambiance, effectivement. Oui. 4 fois le Mont Blanc, ouais. 4 fois. Yes. Ah, bah, vous pouvez être fier, effectivement. Et avec mes 2 fils, je leur avais promis, quand ils étaient préadolescents, je venais de le faire une première fois, moi, je me suis dit, c'est une expérience tellement forte qu'il faudra vraiment que je les emmène au sommet. Et on l'a fait. Et ça, Bravo. Qu'est-ce qu'on a pleuré. Oui, mais là encore, c'est du positif. Et c'est pour ça que ça fait du bien. Et quand vous en parlez, on sent que c'est encore là. Gérard, avant de terminer, un petit mot d'actu aussi, parce que j'imagine que vous portez toujours un regard de spectateur ou téléspectateur averti sur les manifestations sportives. Oui. Cette Coupe du Monde de rugby qui vient de se terminer, notamment, on parlera du livre, bien sûr. Votre avis sur cette Coupe du Monde et l'équipe de France qui s'est arrêtée un peu tôt à notre goût à tous? Globalement, énorme succès. Populaire. 600 000 personnes sont venues en France. Bien sûr. Plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires a amené cette Coupe du Monde. Des stades pleins, des stades où il n'y a eu aucun incident, contrairement à la semaine dernière à Marseille, avec le bus des Lyonnais. Aucun incident, tout le monde a partagé justement cette foi, cette ferveur vis-à-vis du rugby. Donc, énorme réussite. Des bons moments, les Portugais qui gagnent, les Fidjiens qui... Oui, des belles histoires, encore une fois. Très belles histoires. Et puis un coup sur la tête phénoménal avec ce quart de finale raté contre les Springboks. Eux, ils sont allés au bout. Donc ça veut dire qu'on a quand même été battus par la meilleure équipe. Bon. Avec des appréciations, je ne dirais pas des erreurs d'arbitrage, parce que les arbitres ont été formidables. Et il faut absolument les respecter. En rugby, ils donnent des leçons, les arbitres, de professionnalisme. On les prend souvent en exemple, d'ailleurs, quand on parle de foot, en disant on devrait s'inspirer de l'arbitrage du rugby. Et bien sûr. Juste parenthèse. Vivement les cartons jaunes en football. Pourquoi n'y a-t-il pas... les sorties de terrain. Des sorties de terrain. Ah oui, oui. Vous sortez 10 minutes, monsieur. Vous me parlez mal, vous sortez 10 minutes. Et si on fait ça, ça va changer un peu. Donc, le coup sur la tête terrible. Fabien Galtier, par bonheur, est un de mes amis. Il avait préparé l'affaire. Tactiquement, ce jour-là, on aurait peut-être dû faire 2 ou 3 choses différentes. Qu'Antoine Dupont, anesthésie générale quand même, n'avait pas retrouvé complètement ses jambes. Même il aurait peut-être dû sortir en deuxième mi-temps, comme on fait les Springboks. Bien sûr, bien sûr. Pareil, Biarré, pareil. À un moment, il aurait dû sortir aussi, faire rentrer Villiers. Bref, des choses comme ça. L'histoire n'a pas été au bout. Ça a été très, 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 très dur à avaler. Oui, à faire le deuil. Et des histoires, vous en racontez avec votre fils dans ce livre, avec ces légendes du rugby qui vous passionnent. Il y a tout. Là aussi, il n'y a que des belles histoires finalement. C'est une encyclopédie, il y a tout dedans. Je vous confirme, rien qu'au poids déjà, c'est une encyclopédie, Gérard. Il y a tous les grands joueurs, toutes les grandes équipes, le règlement, l'histoire de comment le rugby est né, comment le ballon est né, le cordonnier du collège de rugby. C'est parce que le mot de rugby vient d'un collège en Angleterre. On l'explique avec mon fils Julien, oui. Et vous écrivez toujours avec lui parce que je sais, enfin toujours, souvent avec lui, parce que je sais que là aussi, vous parliez de votre épouse tout à l'heure, il y a une complicité incroyable. Oui. C'est les 2 merveilles de ma vie. Antoine, qui par bonheur est amoureux, donc c'est génial, et Julien, marié, et avec qui c'est extraordinaire, parce que quand je relis, moi, de temps en temps, certaines histoires dans nos livres, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est moi qui avons écrit le texte. C'est assez formidable, ça. Tant mieux. Ouais. Tant mieux. En quelques secondes pour terminer, parce qu'on arrive au bout déjà, j'ai envie de dire, Gérard. Maintenant, c'est le théâtre en particulier. Vous vous faites plaisir, si je résume un petit peu. Je suis en écriture d'un livre sur les Jeux Olympiques, quand nous allons sortir au mois de mai prochain. Le théâtre, oui. Le sport et les amis, les nouveaux amis niçois, et puis les autres aussi qui viennent. Le théâtre, pour moi, c'est un art majeur. Le spectacle vivant. J'y vais à chaque fois comme un gamin,
avec l'envie de rire, l'envie de pleurer, l'envie d'applaudir. Je dis, régalez-moi, régalez-moi. À chaque fois que je vais au théâtre, à Nice, à Cannes ou à Monaco, au Théâtre des Muses, pourquoi pas. Oui, pour moi, le théâtre, c'est vraiment un grand truc dans ma vie. Vous venez de dire comme un gamin. Je vais terminer aussi comme un gamin en vous demandant une chose, Gérard, si c'est possible, de regarder la caméra face à vous. Oui. Et qui est là. de me faire et de nous faire un petit cadeau aux téléspectateurs de TV Monaco, un Vive le sport sur TV Monaco. C'est possible? Tous les présidents de la République l'ont fait. Oui, Chirac, c'est vrai. Mitterrand, Sarkozy, Macron, tout le monde, et François Hollande. Alors pourquoi pas, évidemment. Alors pour TV Monaco, mais vive le sport. Merci beaucoup, Gérard Holz, d'avoir été Merci. notre invité dans le match. C'était un plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve très vite sur TV Monaco pour de nouveaux rendez-vous sport. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.